Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show. Vous êtes bien sur Radio J, dans le Late Show de l'après-midi, avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Si vous ne l'avez toujours pas fait, pensez à réserver vos places pour le Radio J Comedy Club qui aura lieu le 12 novembre au Palais des Glaces. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur scène et de partager donc la scène avec des humoristes très talentueux, notamment les chroniqueurs de cette radio, et avec comme marraine Sandrine Saroche et comme parrain Philippe Lelouch. D'ailleurs, pour les premiers qui vont appeler à ce numéro que je vais donner dans quelques instants, les 3 premiers qui appellent pourront gagner deux places pour cette grande soirée. Donc je vous invite à appeler le 01 77 62 72 89. Je répète, 01 77 62 72 89. Les 3 premiers appelants gagneront des places pour cette soirée du 12 novembre au Palais des Glaces. On vous rappellera bien évidemment pour vous faire gagner les places. Alors on continue sur cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de radioj.fr et sur la chaîne YouTube Radio J Mag. Les amis, nous sommes le mercredi 6 novembre et après une nuit de dépouillement, oui, les poux sont de retour à l'école de ma fille, donc merci la soirée, mais je veux bien entendu parler du grand dépouillement, des votes bien sûr. On sait enfin qui est élu 47e président des États-Unis et c'est Joe Biden qui replonge pour un 2e mandat, record pour cet octogénaire qui ne reconnaît ni sa droite, ni sa gauche, ni son fils, ni sa femme. Non, je déconne bien sûr, mais quand même ils y avaient songé, ça aurait été marrant. Eh bien non, comme vous le savez maintenant, c'est donc Ronald McDonald Trump qui s'y colle. Enfin, on va se le coller nous en fait. Imaginez, c'est comme si nous, on avait dû se taper 2 fois Macron. Ah bah c'est le cas, pardon. Ok. Kamala Obama est vaincu. Kamala Harris. Désolé de ce lapsus, mais c'est vrai qu'Obama ne fera pas de 4e mandat. Essayons de voir le positif quand même. Les humoristes vont enfin pouvoir continuer à faire plein de vannes sur Donald Trump. Il y a toujours du boulot aux États-Unis pour les seniors. Et ce n'est pas parce que tu te prends un mur une fois que tu ne peux pas gagner la fois d'après. La résilience, quoi. Et bien justement, aujourd'hui, on va parler de résilience, de détermination, de production, de culture, de théâtre et de one-man show et de one-woman show. Un regard acéré derrière ces petites lunettes qui zooment sur les petits et grands travers de notre monde et de nos congénères, et non pas de notre monde qui génère des cons. Ça peut vouloir dire la même chose, mais c'est pas grave, je vous l'accorde, en moins poétique. Une plume affûtée, un don d'empathie et de flexibilité, le goût des autres, un sniper, dénicheur, chasseur de talent, le sien, celui de révéler et faire briller les autres, car derrière des grandes carrières se cachent souvent des grands visionnaires. Comme pour les cheveux, c'est un sublimateur, mais d'humoriste. L'homme de l'ombre qui met en lumière, Patrick Timsit, Jean-Luc Lemoyne et bien d'autres sont passés dans ses mains expertes. J'ai le plaisir d'accueillir le metteur en scène, auteur, producteur, manager, encyclopédie du one-man show et directeur artistique, Étienne de Malazy. Vous êtes sûr que vous parlez de moi? J'ai l'impression que là, c'est très troublant, c'est très touchant. Je vous en remercie 1000 fois, mais pourtant vous avez des lunettes, vous reconnaissez pas? Non, mais vous voyez comme non, c'est parce que je suis myope que j'ai des lunettes, voire astigmate et tout. Mais en tout cas, merci de cette description. Écoutez, c'est l'humilité. C'est surprenante et très aimable. C'est ce que vous m'inspirez, cher Étienne. Et effectivement, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous révéler, moi, à mon tour, aux auditeurs, parce qu'effectivement, vous travaillez avec de très nombreux artistes et pour de très nombreux événements, mais vous êtes l'homme de l'ombre, comme je l'ai dit, et j'ai envie moi-même de vous mettre en lumière aujourd'hui. Je vous en remercie, mais c'est vrai, merci beaucoup. J'ai toujours aimé ça. Je me rends compte effectivement avec le temps qui passe que j'ai toujours aimé être dans l'ombre, que c'est la place que j'aime, et en fait, pas dans l'ombre, dans les coulisses, c'est autre chose. Oui, dans la création, dans l'atelier. Oui, c'est ça. En fait, je fais partie des gens qui avons décidé de consacrer nos vies à l'éclosion du talent des autres, et c'est absolument passionnant. Et c'est vrai qu'il en faut, c'est très important. Bien sûr, et il faut surtout y être heureux dans ce rôle-là, et quand on y est heureux, on passe des moments absolument extraordinaires. Parce que j'ai eu la chance, je crois, en tout cas de vivre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on va revenir sur comment vous êtes arrivé justement à ce rôle que vous êtes créé d'une certaine manière. Oui, je crois que j'ai inventé mon travail. Votre job. Je crois que j'ai inventé mon job. Oui, je crois vraiment. Oui. Mais justement, on va un peu parcourir comme ça cette carrière, ce chemin fait de beaucoup de compétences et de beaucoup d'univers différents. C'est assez intéressant de voir comment justement on arrive à ces métiers-là et à reconnaître le talent des autres tout en ayant plein de compétences soi-même. Pour vous mettre dans l'ambiance, là, j'ai envie de vous faire écouter un son que vous connaissez peut-être. Bien sûr. À la première seconde,
Vous reconnaissez qui là? Ça, c'est Judy Garland, je pense, la chanson. Oui, bien sûr, le nom m'échappe, mais c'est Come On and Get Happy, je pense. Bravo. Oui, avec une chorégraphie assez surprenante où elle était en collant noir, tailleur et chapeau borsalino. Effectivement, mais vous n'êtes pas qu'une encyclopédie du one man show, vous êtes une encyclopédie du cabaret, du musical américain. J'ai toujours aimé ça, je suis né là-dedans, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis enfant, j'aime ça, Oui, j'aime le musical, j'aime le cabaret, j'ai fait du cabaret et je crois qu'en fait j'ai toujours fait ça, j'ai pas fait, bien que j'ai fait des études très sérieuses de théâtre, puisque j'ai été premier prix de conservatoire, tout ce que vous voulez, j'ai été formé par un maître très incroyable, qui était Jean-Laurent Cochet, très classique, mais je crois que oui, mais vous avez toujours aimé ce côté performance, paillettes. J'aime la paillette, j'aime les faire cabarets, rêver le public. J'aime faire rêver avec 3 bouts de ficelle et un bout de scotch et un élastique. C'est d'ailleurs l'ambiance qu'on est en train de remettre en place dans un lieu qu'on va. Effectivement. Donc, venons-en à ce pourquoi. En plus, c'est un jour. Alors, effectivement, nous sommes donc, comme je l'ai dit, le 6 novembre, jour de l'élection du nouveau président américain. Mais il y a plus important. Mais il y a beaucoup mieux que ça. Il y a beaucoup plus extraordinaire. J'ai une exclusivité internationale dans ce studio de Radio J aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'inauguration du théâtre de la Contrescarpe version 2.0. Oui, c'est vrai. Puisque ce théâtre a été repris donc par Arthur Jugnot et son équipe. Absolument, Arthur Jugnot, Morgan Spielmaker, Boris Soulage, qui dirige toujours d'ailleurs pas mal de théâtres, c'est le théâtre de la Renaissance, le théâtre du Splendide et la Comédie de Paris. Ils ont eu envie d'une nouvelle expérience, d'ouvrir un petit théâtre qui existait déjà, bien sûr. Le théâtre de la Contrescarpe existait. Et lui donner un nouveau souffle. Oui, on va lui donner une nouvelle. En fait. La vie est une longue, comment dire, renaissance. Non pas pour parler du parti politique, mais non, mais Louis Jouvet disait qu'on est tous les maillons d'une longue chaîne, et c'est vrai. Et donc ce théâtre existe depuis des années, et là on le reprend pour lui donner une direction justement plus humoristique, plus vivante, très festive, avec des dimanches soirs qui sont très festifs. Et je disais tout à l'heure. Donc vous, quel est votre rôle à vous dans Moi je suis directeur artistique, je programme ce théâtre, je vais chercher des artistes qui vont s'y produire, j'y crée, j'espère l'ambiance, j'y crée, j'espère que dans quelques mois, quand on en sera un petit peu rodé, que les gens viendront là simplement sans se demander qui y passe, mais parce que ils sauront qu'ils vont passer un très bon moment. C'est un peu ce qu'a le point virgule dans sa renommée. Oui, voilà. Absolument. Voilà. Et puis mais surtout, là, on change de quartier, ça se passe à côté de la place Monge. Vraiment un quartier très festif en plus. Très festif à redécouvrir. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent dans le 11e et vont plutôt dans le 9e, etc. Mais en fait, il y a une vie extraordinaire. C'est comme si je parlais d'un autre pays. Mais il y a de l'autre côté de la Seine, dans le 5e arrondissement, il y a la rue Mouffetard, il y a tout, fameuse. Effectivement, et c'est merveilleux. Et c'est pour ça que ça me touche beaucoup d'y travailler, c'était un endroit de cabaret. Il y a 30 ou 40 ans, beaucoup de cabarets parisiens étaient dans le 5e arrondissement de Paris. Il y avait des cabarets russes, il y avait l'Âne Rouge, il y avait le Pénitencier. Et donc, moi qui ai commencé dans le monde du cabaret, dans ces loges, dans ces quartiers-là, dans les trucs où on était serrés les uns contre les autres, où les numéros s'enchaînaient, où ça courait de partout. La folle vie nocturne. Eh ben, c'est très touchant de retrouver ça aujourd'hui et de se dire qu'on va, avec des nouvelles techniques, avec un nouveau style, avec du stand-up, avec du one-woman show, avec du seul en scène, avec tout ça. Et peut-être aussi des nouvelles formes qu'on cherche toujours. En tout cas, tout le temps de l'humour, on va essayer de retrouver cette énergie, ce goût de la fête, ce goût faire un point d'attraction dans ce quartier. Oui, qui n'est pas très loin. D'ailleurs, pas très loin de notre salle. Il y a une autre salle qui marche très très bien, qui est la Nouvelle Seine, qui est une péniche, au bord de la. Et en fait, vous marchez 10 minutes de plus, vous montez la rue de Descartes et vous êtes. Pourtant, c'est pas des gens très rigolos, hein, Descartes, tout ça et tout, mais ça nous amène à un autre endroit d'humour qui sera le Contrescarpe qui ouvre ce soir. Et effectivement, j'ai eu le plaisir d'y venir il y a quelques jours pour aller applaudir donc un artiste québécois avec qui vous travaillez et qui est une immense pointure au Québec et qui s'appelle donc Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Oui, c'est un nom un peu compliqué. Dans le même nom, comme il dit lui-même, il y a une adresse et une invite sexuelle. Philippe Audrey, oui. Voilà. Mais, oui, c'est une très grosse vedette au Canada. Il a gagné cette année les Oliviers, c'est-à-dire c'est les Molières, les Molières canadiens, québécois. Il a gagné le prix du meilleur auteur, meilleur spectacle et meilleur humoriste. Il a décidé de venir tenter sa chance en France et c'est le Contrescarpe qu'il a choisi et on en est très heureux. Il y sera alors lui que à partir de février pendant 3 mois, puis après on ira à Avignon et après une tournée en province. Donc en tout cas, c'est vrai que j'ai eu le plaisir à la fois de découvrir le théâtre, de le redécouvrir effectivement, parce que je l'avais connu il y a quelques années. Moi-même j'avais foulé ses planches il y a quelques temps. Je crois que c'était Méry qui tenait d'ailleurs à une époque. Oui, il y a eu aussi des plateaux d'humoristes. Bien sûr, beaucoup de choses. Moadji a dirigé tout ça et tout. Il y a eu beaucoup de gens avant.
Et effectivement, c'est un lieu très chaleureux. Voilà, il y a un petit balcon aussi. C'est un vrai cocon. C'est le seul théâtre de 100 places à Paris qui a un balcon. Ah oui. Donc on est en fait dans un théâtre miniature. C'est comme si vous rentriez dans une maquette de théâtre. Dans un théâtre en jouet. Voilà, exactement. C'est ce qui permet beaucoup de complicité avec l'artiste. Incroyable. Parce qu'on le touche du doigt presque. Et puis on peut vraiment apercevoir toutes ces mimiques, les moindres détails du spectacle. Et donc c'est vrai que c'est très agréable. Je peux vous dire que nous avons reçu, on reçoit des artistes qui viennent visiter ou des producteurs ou des productrices qui viennent voir pour leurs artistes. Très sincèrement, et je vous assure que c'est vrai, c'est pas moi qui ai construit la salle. Mais dès qu'ils rentrent, ils disent mais c'est formidable ici. Et ils ont décidé de venir jouer chez nous dans les mois qui viennent. On a une très jolie, je peux pas dire tout le monde, on a une superbe affiche vraiment qui arrive là. Il y a vraiment 2-3 humoristes. Vraiment le top qui arrive, parce que d'abord, très souvent dans le monde d'une stand-up, les gens aiment les nouveaux endroits, donc c'est un nouvel endroit, et ensuite parce que la salle les a stupéfaits par le ratio avec il y a un coup de cœur avec la salle, le public, et puis c'est vrai que la configuration d'une salle pour un stand-up, un one-man show ou même une comédie, c'est très important parce que c'est ce qui crée l'ambiance, l'atmosphère, voilà. Donc, et puis on va aussi, ils sont contents parce qu'ils vont dans un quartier de Paris où il n'y a pas d'autres salles. On est la seule salle d'humour. Bah oui, dans le 13e, 5e, 6e, on sera à peu près les seuls. Et ils sont très excités par le challenge. Donc, et nous aussi. Donc, on se rencontre bien et j'espère qu'on va présenter de magnifiques spectacles là pendant des mois et des années. Donc ce soir, l'inauguration, alors on commence avec qui ? Sophia Bellabès, magnifique humoriste que vous pouvez retrouver au Jamel Comedy Club, qu'on voit beaucoup à Canal+, etc. et qui vient présenter son nouveau spectacle, Ketchup Mayo. Effectivement, avec une nouvelle affiche. Nouvelle mise en scène, 2.0, avec une surprise. Ça me plaît toujours lorsque les humoristes en plus mettent des petites surprises technologiques. Donc il y a une petite surprise technologique. Je crois qu'elle est la première humoriste à utiliser ce qu'elle va faire ce soir. Ça va être assez amusant. Et 21h, elle sera là tous les mercredis soirs pendant très longtemps, j'espère. Et elle a accepté ce difficile challenge d'ouvrir non seulement la saison, mais d'ouvrir un nouveau théâtre. Et nous, on en est très fiers. Mais écoutez, moi, je suis très fier de vous avoir aujourd'hui pour ce jour très important pour vous et pour toute l'équipe, en tout cas. Donc, on a d'autres pièces également. Alors oui, parce que il y avait aussi l'idée de faire donc du stand-up, du seul en scène, du one woman, comme je vous l'ai dit. Puis aussi parce que Arthur Junio et Morgan Spielmaker sont des hommes de théâtre. Et donc il y a 2 pièces. Il y a le Prix de l'Ascension, qui est une pièce politique. Alors il y a toujours une petite tradition dans ce théâtre de Contrescarpe et on va la garder. C'est que c'est vrai que le 5e arrondissement est un quartier très assez politique, assez avec beaucoup d'esprit. C'était le quartier c'était un quartier de journalistes, de gens comme ça. Des étudiants. Voilà, des étudiants. Il y a la Sorbonne, il y a Censier, il y a Henri IV, il y a tout ça. Et donc, le prix de l'Ascension, c'est l'histoire de 2 énarques. Donc, c'est le prix que cela coûte de monter dans la société. Est-ce qu'on est prêt à tout pour réussir ? Et donc, 2 énarques, évidemment, un peu qui s'opposent. Sinon, il n'y a pas tellement d'histoire, mais c'est une pièce qui a été jouée à Avignon, qui a très, très bien marché. Ça a été un des gros succès d'Avignon depuis maintenant 2 ans. Et puis, une autre pièce qui s'appelle Jacques et Chirac, qui est très drôle. C'est comment 3 actrices et acteurs jouent toute la vie de Jacques Chirac. C'est très en vogue ce genre de pièce justement où seulement quelques comédiens font plusieurs personnages comme ça et en général c'est assez bien fait. C'est très bien fait, c'est très drôle, c'est très cynique, c'est très parce que ça se base sur l'idée que Jacques Chirac, ce qui d'ailleurs je pense maintenant est établi, ne voulait pas être Jacques Chirac. Jacques Chirac voulait pas être homme politique. Jacques Chirac ne voulait pas être président de la République. Il avait un côté comédien d'ailleurs. Oui, mais Jacques Chirac lui il voulait voyager. Il aimait l'art, il était fou comme on le sait tous d'art primaire. Effectivement. Il avait quasiment entamé une vie aux États-Unis, alors qu'il est bon. Et puis tout d'un coup, il a été embarqué dans la machine. Mais en fait, c'est un homme contrarié et on sait maintenant qu'il faisait d'ailleurs qu'il était très dépressif, qu'il y avait des moments où il doutait de beaucoup de choses, que d'ailleurs il a. Bon, après, on en pense qu'on en veut, mais il a fait des surprises politiques parce que peut-être que c'était dû à à son contexte personnel. Oui, c'est ça, au fait qu'il n'avait pas vraiment envie de pouvoir. On peut transposer ça aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, mais je pense qu'il était beaucoup moins obsédé de pouvoir que d'autres. Ouais. Et en tout cas, la pièce est très drôle, elle est pleine d'amour pour lui et pleine de pas de cynisme du tout, mais pleine d'ironie et très intelligente. C'est aussi une pièce qui a eu beaucoup de succès à Avignon et que nous avons reprise car elle était déjà l'année dernière à l'affiche au Contrescarpe et nous la gardons parce que nous savons que le public l'aime puisque c'est quasiment complet tous les soirs.
Ah, génial. Bah écoutez, voilà, on a envie d'aller découvrir tout ça. Bah, Donc merci. Jacques et Chirac, le prix de l'Ascension Bien et Sophia sûr, Bellabès Sophia pour Bellabès, commencer. bien sûr. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, vous nous préparez de nombreuses Oui. surprises, dont donc Philippe Audrey et la rue Saint-Jacques, Bien sûr. que j'ai eu le plaisir d'applaudir et qui est excellent, vraiment, et à courir aller voir dès que vous verrez son affiche, parce qu'il apporte un nouveau souffle avec un personnage tout à fait original de ce fils de gardien de musée. Oui, c'est un vrai cas. Oui, Philippe Audrey-Larue, qui est donc québécois et dont le père et la mère ont fait des études d'art. Voilà. Et qui dit lui-même qu'il a été né et qu'il a été bercé dans l'ennui toute sa vie. Donc voilà, il a un côté un Oui. petit peu handicapé social, C'est on ça. va dire. Il fait beaucoup d'humour, il arrive à faire rire en parlant de Victor Hugo, de Stendhal, mais aussi de Booba, de Caris. C'est très voilà, intelligent. Oui, c'est très brillant. c'est très brillant. Et c'est vrai que c'est à voir parce que c'est pas du stand-up traditionnel comme on peut le voir, mais en tout cas c'est un très bon spectacle avec un fil conducteur. Bon, il y a beaucoup de tendresse aussi dans ce spectacle. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est qui essaie, comme il dit, de se sortir de sa condition Ouais. misérable. Donc Mais ça parle à beaucoup de gens, je pense. Je crois. Cette espèce de loose du quotidien, Voilà. le fait de pas être à sa place et d'essayer de la Voilà. trouver. Et alors, il a décidé d'aller chercher dans les grands auteurs et les grands artistes un peu de consolation, et on verra que ça ne fonctionne pas forcément non plus. Voilà, mais c'est très drôle en tout Donc cas. effectivement, alors mon cher ami, vous êtes joueur, vous êtes dans les paillettes, vous avez l'habitude des mots, puisque vous travaillez évidemment avec les textes Oui. des gens, et puis vous avez vos textes à vous d'ailleurs, hein, puisque effectivement vous êtes un auteur vous-même. J'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Je vais vous Avec proposer. plaisir. Voilà, on va faire un jeu mutuel réciproque. D'accord. Je vous propose 3 mots, vous m'en proposez 3 et on devra les caser pendant cette émission. Oula. Voilà. Ah oui. Ah oui, ben oui. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me souvienne des mots que je Mais vous non, mais propose et des mots que vous je vais vous proposez. les noter devant vous. Ah, ça c'était Et avec aimable. vos Ça, lunettes, c'était- vous ça, pourrez c'était les revoir. aimable. Ça, c'était Donc aimable. voilà, comme on était sur le prix de l'Ascension, la politique, et comme on est dans le vote des élections, je vous propose sondage. D'accord, donc il faut que je place sondage. Voilà, je vais vous inquiéter Ah, pas. vous êtes adorable. Voilà. Sondage, je vous propose, et comme c'est pléthorique, Bien sûr. parce que quand je vois l'étendue de votre carrière, Oh là. ça m'a inspiré ça. Et balbutier, voilà. Ça c'est pour vous. Ah, ça c'est pour moi. Quand ça. vous me les placerez, vous entendrez ce petit. Hop, 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 Et hop, à hop, votre hop, hop, tour hop. de me placer. Ah, il faut que je vous trouve trois. Voilà. Il faut que je vous trouve trois. Ah là 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 là. Alors on va dire canin. Parce que j'ai Ouais. vu, voilà, canin. On va dire amphitryon. Amphitryon. Oh là là. Ah ouais. Et, J'ai un dossier là-dessus. On va très rire. bien, J'ai un parfait. dossier là-dessus. Et on va dire planification. C'est parti. Voilà. Vous voyez Partons que je n'ai là-dessus. pas été très pléthorique dans ma, Bravo. dans Oh, ma ça commence liste. fort. Ah ouais, vous n'aviez pas fait de planification de plaçage de mots, mais ça s'est très bien passé. Eh bien écoutez, mon cher Étienne, Oui. comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir ici, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, pendant ce tapis rouge, si vous trouvez que je donne des fausses informations, des fake news ou que je me trompe sur ce que je raconte, D'accord. n'hésitez pas à appuyer sur le buzzer qui est Très devant bien. vous. Parfait, N'est-ce j'adore pas les buzzers. Donc c'est Alors, je vais essayer de. D'après un sondage d'ailleurs, il a été dit que les gens préfèrent les buzzers. il essaye, ça se tente. Ah, Vous êtes écoutez, c'est joueur, hein. passé. Il reste un à plaquer. C'est bien. Donc nous sommes. Allez, c'est parti, musique. Spéciale dédicace. Oui. Parce que ça correspond évidemment aux années de votre venue au monde. Nous C'est sommes vrai. le 14 décembre 1900. On va rester dans la coquetterie. Alors que chapeau melon et bottes de cuir cartonnent outre-Manche, à Paris, dans la famille de Balazy, le petit Étienne voit le jour. J'imagine la scène. Si vous étiez né au forceps pour vous y accrocher, la sage-femme vous aurait dit mais faut la suite. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Tiens-le bien, non, c'est pas grave. tiens-le bien, Peu importe. forceps. c'est Pardon, ça. effectivement, il n'y a pas la suite. Bon, c'était, voilà, c'est bon, c'est l'après-midi, on Ben fait oui, soft. ben oui. Bon, oui, donc. On a oui, le droit oui, de balbutier un petit peu. Voilà. Allez, Allez, bim, bam. Donc, oui, je sais qu'on a dû vous faire la vanne 1500 fois. Oui. Et moi, depuis qu'il y a une poupée qui fait flipper qui s'appelle Annabelle, on m'a fait aussi la vanne 1500 fois. Donc, on est quitte. Voilà. C'est comme une gens qui s'appelle Sophie avec la girafe. Voilà, c'est ça. Donc votre enfance est baignée de culture, vous vous plongez dans la lecture, Dickens, Jules Verne, vous rêvez d'épopées et d'aventures, mais aussi en parallèle de cabarets et de paillettes. Et vous vous évadez avec ça. 5, 4, Thunderbirds. 3, Vous êtes trop fort au blind Deux. test. C'est les Thunderbirds. C'est les Ah oui, Thunderbirds. ça c'était génial comme série, c'était extraordinaire ça.
Oui. Alors c'est donc des marionnettes, des pilotes marionnettes tirés par des fils comme C'est ça, c'était une série télé dont les héros étaient des marionnettes à fil. Et c'est moi, les Guignols, mais version... Oui, c'est ça, mais c'était extraordinaire. préhistorique. Je pense que je vois que ça fait il y a des retours sur Instagram, il y a des retours Ouais. sur tout ça et tout, parce que c'était assez fascinant. C'était assez culte, Les ouais. décors étaient fous. Je veux dire, il y avait des avions, il y avait des sous-marins, il y avait des missiles. Et c'est marrant parce que je repense à votre phrase que vous avez dit dès le début de cette émission, avec 3 bouts de ficelle, un bout de Absolument. Oui, carton, vous avez on arrive raison. à faire. Mais donc oui, bien donc sûr. ça vient peut-être de là. Moi, j'ai autant rêvé devant Thunderbirds que je continue à rêver devant Interstellar ou devant un film magnifique. Je veux dire, c'était la même chose parce que, je sais pas, ça vous prend, ça vous emmène quelque part, on y croit et c'était génial, ça. C'était Effectivement. incroyable. Et donc, bon, les fils, vous allez jouer avec, hein, votre famille est mélomane. Oui, Ouais. absolument. J'avais une grand-mère qui était pianiste, qui m'a fait découvrir le violon et j'ai fait du violon pendant près de 20 ans. Oui. Donc, effectivement, vous êtes inscrit très tôt au conservatoire de musique. Hein. On a peut-être l'ambition de faire de vous le prochain Yehudi Menuhin, Ah, ça c'est un homme que vous avez beaucoup admiré, enfin, vous admirez toujours beaucoup. j'imagine. ça va être le concerto de Mendelssohn, ça, non? Effectivement, mais C'est ça, bravo. ça, c'est le début, c'est le... Bah, vous savez, quand vous faites du violon, il y a quelques repères. quelques classiques, Concerto hein. de Max Bruch, Mendelssohn, Viotti, Mozart, bien sûr. Mais ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'en bon metteur en scène que vous êtes, vous avez une très bonne oreille. Donc, Non, mais Yehudi Menuhin, en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ah. Et ça a été... Oui, parce que quand j'étais enfant, j'allais dans... J'espère que ça existe encore. Il y avait des colonies de vacances qui s'appelaient la FNASEM. Mhm. Et c'était pour les enfants musiciens. Ah. Donc on partait, on avait 12, 13, 14 ans, on partait. Et qui jouait du violoncelle, qui du piano. C'était extraordinaire. On se retrouvait. Et mais des colonies de vacances, je pense qu'on devait... Je me souviens plus dans mon souvenir, mais 200. Et on donnait un concert à la fin. Les professeurs étaient des professeurs extraordinaires. On était obligés de changer d'instrument. Donc on apprenait un autre instrument. Et il se trouve que moi, j'étais allé 2 ans de suite à Gstaad, où il y avait où vivait Yehudi Menuhin, où il avait un festival. Et on a eu la chance de passer... Je crois qu'il nous, dans la réalité, je crois qu'il nous a tapoté gentiment la joue pendant 3 secondes chacun. Mais pour moi, dans mon inconscient... C'était le Père Noël mais des petits c'était... musiciens, quoi. Ah, Yehudi Menuhin, sa sœur Hebziba Menuhin, c'était... Puis lui, il avait écrit un livre sur le... Puis c'était quand même... Je pense que ça reste aujourd'hui un des plus grands violonistes, Ah oui, je effectivement, crois, c'est- qu'on ait eu avec Perlman. Il y a Oui, oui. Feitz, mais Yehudi Menuhin, je pense... Ça reste la référence absolue, Ouais, je crois. universelle, Oui, dirons-nous. Je crois. Donc, Franchement. sous l'oreille exigeante de Marie-Thérèse Ibos. Oui, oh bah dis donc, vous avez fait de Donc sacrés vous avez recherches. dit 20 ans de violon, c'est vrai. Ouais. Alors, donc 20 ans de violon, de doigts abîmés, de marques sur le bas du visage, c'est ça? C'est ça que ça Ouais, fait le- et puis surtout 20 ans d'humiliation. Je dis ça en riant, non, mais parce qu'aujourd'hui, je continue à jouer, mais avec une médiocrité absolument légendaire et éternelle, parce que vraiment, le violon, c'est l'école de l'exceptionnel, c'est l'école de... On peut pas se permettre de... À un moment, on a pensé, mais quand j'ai compris que c'était vraiment 7 heures de travail tous les jours de toute votre vie, Ouais, là, je suis vous beaucoup avez... trop paresseux, justement. j'avais pas envie de ça, et c'est vraiment, c'est terrible parce que autant au piano on peut s'amuser un peu, Mhm. si vous faites 20 ans de piano, vous vous amusez, vous pouvez accompagner des gens, enfin, le violon pas du tout. Oui, je c'est trouve. très solitaire. C'est un Ouais, peu comme ouais. le one man. Bah, d'ailleurs, on va Oui, voir oui, comment- c'est ça. On va voir comment vous avez du coup bifurqué vers une autre Avec joie. orientation. On est donc avec Étienne de Balazy, metteur en scène, auteur, producteur et désormais directeur artistique du théâtre de la Contrescarpe, que je vous invite à aller découvrir. En attendant, vous pouvez gagner des places pour le 12 novembre au Palais des Glaces pour la soirée spéciale Radio J Comedy Club au 01 77 62 72 89. Je répète, 01 77 62 72 89. Et tout de suite, on laisse la place au Flash Info avec Etani de Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etani de Belaïch. Bonjour Etani. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Plusieurs blessés sont signalés à Avivim après l'envoi d'une salve de 50 roquettes contre le nord d'Israël il y a une vingtaine de minutes. Plus tôt, Tsahal a appelé les habitants de la banlieue sud de Beyrouth au Liban à évacuer. L'armée israélienne qui prévoit de frapper 3 bâtiments du Hezbollah dans la zone cet après-midi. L'opposition israélienne s'unit pour dénoncer le limogeage du ministre de la Défense. Yoav Gallant a été viré uniquement
politique, a lancé le chef de l'opposition, Yair Lapid, lors d'une conférence de presse avec les 3 autres dirigeants des partis d'opposition. Pour le président israélien Yitzhak Herzog, ce limogeage est la dernière chose dont Israël a besoin. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine, ce qui lui permet de revenir à la Maison-Blanche. Le candidat républicain comptait 277 grands électeurs dans le dernier décompte, au-delà des 270 nécessaires pour remporter le scrutin. Le Premier ministre français Michel Barnier a mis en garde les Européens contre le chacun pour soi après la victoire de Donald Trump. La tentation ne doit pas être au chacun pour soi ni aux relations bilatérales, mais bien à une stratégie européenne coordonnée, a rapporté la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. En France, justement, 271 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires ont été enregistrées par les services de sécurité pour 2023, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Les départements du Nord et du Sud-Est du pays sont particulièrement concernés. Enfin, le prix Médicis a été remis à Julia Deck pour Anne d'Angleterre, un roman qui reconstitue la vie de sa mère. Le prix Médicis du roman étranger est lui allé au Guatémaltèque Eduardo Alfon pour Tarentule aux éditions Quai Voltaire. Merci Etanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous dans le Annabelle Show. J'ai le plaisir d'être avec Étienne de Balazy, directeur du théâtre de la Contrescarpe. Radio J. Chaque matin à 7h40, vous retrouvez nos humoristes sur Radio J. Et si vous les retrouviez sur scène, le Radio J Comedy Club. Rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces, avec la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation sur le site radioj.fr ou sur nos réseaux sociaux. Mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces. Radio J Comedy Club au Palais des Glaces avec le concours du Magen David Adom, mda-france.org. MDA France, Association au service de la vie. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en très bonne compagnie avec le pétillant, le lumineux directeur du théâtre de la Contrescarpe, Étienne de Balazy, donc, qui est un homme de l'ombre de très nombreux humoristes. Voilà, si on vous a fait rire en France, c'est aussi et beaucoup grâce à lui. On va y revenir évidemment pour savoir comment vous avez aidé ces humoristes. On s'est quitté juste avant le flash en abordant donc cette enfance, et vous parliez de cette passion pour le violon et ces années un peu difficiles de brimade, et que vous cherchiez un peu plus de liberté. Disons que c'est très très exigeant, et comme le gros paresseux hyperactif que je suis, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai très vite, je voulais être violoniste, puis à un moment je voulais être diplomate parce que ça m'avait toujours intéressé, et je me suis dit je vais faire un métier qui va me permettre d'être les deux, donc je vais être comédien. Voilà, c'est ça. Et puis donc j'ai fait des études de théâtre, etc. Et puis après j'ai assez rapidement bifurqué de nouveau vers des choses plus. Effectivement. Donc vous dites à ce moment-là, en quittant le violon et la musique, vous serez comédien. Enfin, en tout cas c'est ce que vous croyez. Oui. Bon, c'est un peu comme Kamala Harris qui s'est dit je serai présidente, et effectivement elle aussi c'est ce qu'elle croyait. Exactement. Ouais, vous savez, dans ces métiers le facteur sonne toujours deux fois, elle peut très bien c'est sûr. Tout peut arriver. La preuve, Trump c'est pas passé une première fois, c'est repassé la fois d'après. Donc oui, effectivement, c'est tout le parcours qui compte. C'est pas à un instant T qu'on arrête les compteurs. Donc direction le conservatoire, les grands auteurs cette fois-ci du côté théâtre, et donc vous gagnez des prix d'interprétation et vous êtes repéré par le grand Jean-Laurent Cochet. Vous évoquiez tout à l'heure le travail de l'acteur. C'est quoi ce travail ? Le travail, on pourrait dire avant même d'en arriver au travail de la technique théâtrale, c'est une manière de penser, c'est une manière de vivre. Parce qu'au moment où on dit je voudrais exercer un art, il faut pas s'y présenter comme ça en venant simplement prendre des cours le matin et en faisant n'importe quoi dans la journée. Il y a une question de prise de conscience, et ça on peut l'obtenir par des exercices. Ce que dans d'autres endroits on appelle le yoga ou le thai yoga, etc. Moi j'appelle pas ça comme ça, j'appelle ça prise de conscience corporelle. Et si on est maître de son corps, on éprouve une liberté, et une liberté en même temps de parole. C'est très émouvant de réentendre ce Jean-Laurent, oui, tout à fait, qui était un type assez formidable. Alors, c'était pas l'homme le plus drôle du monde. Il a l'air très sérieux, j'avoue. Il était très très sérieux. Il était très sérieux. En fait, après, il était une très, il était très amusant parce qu'il m'a beaucoup inspiré, parce qu'il était très drôle. Je l'imitais d'ailleurs beaucoup avec mes camarades. Oui, j'allais dire, c'est un bon personnage de One Man. Mais
il m'a appris quelque chose. D'abord, c'est que je considère pardon, je vais pas aller plus vite que la musique, mais c'est vrai que moi je considère que le stand-up, l'humour, c'est un art. Donc c'est pour ça que j'ai fait de la mise en scène. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, parce que je trouve qu'il y a un parallèle avec justement ce que vous défendez. Mais c'est ça, je défends le fait que c'est un vrai art. Voilà. Écrire, je considère qu'un bon sketch bien écrit, un très bon texte d'humour vaut une scène de Molière, ou vaut une scène de Hanouille, ou vaut une scène, voilà. Donc ça vaut le coup d'être mis en scène comme on met en scène une bonne pièce de théâtre. Il m'a appris l'exigence, il m'a appris que pour que tout paraisse léger, il faut qu'avant c'est été travaillé très longtemps. Digérer, mâcher. Voilà, c'est vrai que je sais pas si j'ai une patte, mais on a souvent dit que on reconnaît mes mises en scène parce que tout est très précis, mais c'est pas du tout une volonté. Alors moi, je le fais sans m'en rendre compte, mais j'ai été formé comme ça. Ça veut dire effectivement, de passer par cette école-là, forcément a déteint sur votre manière à vous. Oui, mais vous savez, il y avait Stéphane Guillon qui était nous sommes camarades de classe, Stéphane Guillon et moi, et puis d'autres, et on a été élevés comme ça. C'est pareil, je pense que Stéphane, ne se présentera jamais en scène sans connaître son texte par cœur, sans que tout soit ciselé, sans que le mot soit choisi. Après, on n'aime pas, mais on a été formés, nous, dans une espèce de... Voilà, on respecte à fond le public et tout doit être très travaillé, et c'est là où on peut, après, énormément s'amuser. Effectivement, c'est quand tout ça est très précis qu'on peut naviguer dedans et se permettre des fantaisies et des impros. Mais c'est parce que tout le reste est bien calé. Exactement. Parce que vous qui venez de la musique, c'est de la musique. C'est de la musique. Moi, je ne travaille que en musique. Les Américains m'ont appelé ça le flow. Et moi, c'est vrai que je me rends compte que je travaille en musique. Je travaille d'ailleurs avec des humoristes qui ont une musique, parce que mon frère, si je puis dire, de scène, c'est l'homme avec qui j'ai fait ma première mise en scène, puis après j'accompagne, je travaille encore avec lui. Aujourd'hui, c'est Patrick Timsit. Effectivement. Ça, c'est une vraie complicité. Qui a un phrasé très reconnaissable, avec une musique particulière. Je sais, c'est vrai, je sais quel mot choisir pour lui, je sais quel mot ne va pas aller, je sais quel rythme va aller. Mais vous voyez, Patrick est quelqu'un, si on fait un spectacle, si on fait un spectacle d'1h34, il fera 1h34. Après, il y a des soirs où on va s'amuser comme des fous, et il va s'amuser, voilà. Mais sinon, lui aussi, il vient d'une très grande rigueur de travail qui nous permet après de déconner complètement, parce que nous croyons ça, nous croyons au cadre, et une fois que le cadre est là, on peut se laisser aller. C'est ça qui est amusant, évidemment, c'est de se laisser aller, mais c'est malgré nous, c'est pas du tout... on ne croit pas ça en disant c'est comme ça et c'est tout. Il y a plein d'autres techniques. Mais nous, on a été formés comme ça. C'est quand même comme ça que ça marche très bien aussi. Oui, puis on a été formés comme ça. Et quand on voit même les grands du cinéma, les grands acteurs comiques du cinéma, ils étaient très précis aussi. Et puis moi, comme je vous dis que je pense que c'est un art, l'art, que ce soit la danse, que ce soit le pilotage, piloter une voiture, une Formule 1, c'est un art. Ça demande des heures de travail, ça demande de l'hyper-précision, et c'est grâce à l'hyper-précision qu'après on peut se laisser aller à la folie, à l'improvisation, au génie. Et justement, vous parliez de Patrick Timsit et de cette façon d'adapter le texte à son phrasé, à sa façon, à sa dynamique. Et donc, il me semble que vous racontiez que quand vous avez commencé à travailler avec lui, vous êtes venu avec vos ciseaux lui faire une coupe de texte particulière pour justement que ça soit adapté bien à lui. Quoi. Oui, il m'appelle Monsieur Ciseaux parce que je coupe. Mais ça fait partie du travail du metteur en scène d'humour. C'est que nous structurons. C'est-à-dire que nous coupons. Alors c'est tout un travail psychologique de couper un texte. Non, mais tu te rends pas compte. On ampute. Mais si tu me coupes ce sketch, vraiment, ça veut dire que tu ne comprends rien à mon travail. Très bien. Alors vous dites oui, mais on va quand même le couper. Alors on coupe, et puis le soir après, vous allez voir, vous dites alors, ça s'est super bien passé. Il te manque alors le texte. Quel texte? Tu sais, celui qui soi-disant était très important, qui m'a empêché de couper. Oh non, j'ai complètement oublié. Non, en fait, ça me manque pas du tout. Mais donc voilà, c'est toujours des guerres. Il n'y a pas qu'avec lui, avec les autres aussi. Mais ça fait partie de notre travail. Ça couper, ça fait énormément partie de notre travail. Structurer, couper, amener vers ce qu'on pense être le meilleur. En fait, on taille des diamants, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a la chance de travailler avec des diamants, donc en fait, nous, on est là pour les polir. Voilà, c'est ça. Et les mettre en valeur, exactement. Donc revenons à ce Jean-Laurent Cochet, avec lequel donc vous avez travaillé. Et effectivement, donc il vous engage, vous jouez, le chemin est tout tracé, puis là, vous réalisez que vous voulez absolument pas devenir comédien. Et donc, c'est un peu comme Harry qui veut pas faire partie de la royauté. Vous avez un peu le même délire. C'est ça. Il aime le château, mais de l'extérieur. Vous aimez le spectacle, mais de l'extérieur aussi. C'est ça. Je crois que j'ai jamais compris ce que c'était que le métier de comédien. J'avoue. Ça, c'est drôle, d'ailleurs. Mais oui, je sais.
je comprends pas Et en bien. même temps, tant mieux, parce que ça veut dire que là où vous êtes, vous y êtes parfaitement bien. Oui, quoi. je suis très heureux à ma place. Je n'ai Parce que aucune- des fois, justement, il y a des metteurs en scène ou des auteurs qui ont un petit peu la frustration oui, je sais. de ne pas faire rire et de Oui. ne pas eux-mêmes susciter cette oui. énergie-là. Non, moi, d'abord, je vais vous dire, on va régler ça. Je crois que jamais personne. Réglons ça. Non, mais personne n'ira jamais voir un spectacle d'humoriste mis en scène par, et surtout mis en scène par Étienne de Balazy. Ça, tout, je le sais et ça ne me dérange pas du tout. Donc ça, c'est déjà réglé très sincère. Non, c'est la vérité, je vous assure. Et j'avoue que c'est vrai que j'étais sur scène et je jouais des pièces pourtant d'auteurs que j'aime bien, Feydeau, tout ce que vous voulez, Musset, mais je comprenais pas bien ce que je disais, je trouvais ça un peu vieillot. Ce que j'aime dans l'humour, c'est qu'on parle de choses totalement actuelles, de sentiments là, que tout l'air le du monde... temps, voilà, de d'un truc palpable qui s'est- tout de suite. Mais ouais. oui, de ce qui s'est passé hier, de ce qui se passera Ouais. peut-être demain. Et j'avoue que je n'ai pas bien compris à quoi ça servait. Je reconnais. Et puis, j'avoue mon imbécilité, sans aucun doute. Hein. Et... Non, c'est une question de sensibilité je ne sais pas, propre à vous. oui. Et moi, je préfère couper, je préfère dessiner des décors, je préfère c'est un créer peu, des lumières, je préfère inventer des costumes. Encore une fois, il y a les réalisateurs voilà. et puis il y a les comédiens. hein. Il y a Exactement. Martin Scorsese et puis il y a De Niro et Al Pacino. Voilà, les gens qui savent tout faire, moi je sais pas tout faire, donc je suis déjà très content dans ce que je fais, ça me va bien, quoi. Voilà. Il faut déjà bien le savoir faire soi-même, Bah oui, effectivement. voilà. Donc, mais quand même, vous lâchez le métier de comédien, mais quand même, on vous verra jouer de temps en temps, notamment ici. Même pour certains, ce serait une aubaine. C'est vrai. On peut très bien vivre comme ça. Tranquille, peinard. On peut pas avoir d'enfants. Ah oui, ça c'était des séries qu'on faisait pour TF1, je crois. Ouais. Alors ça, je peux vous dire que c'était cocasse, Pas de parce que gay je crois que c'est ça. caillant, C'était des séries qu'on tournait qui duraient 25 minutes. C'est ça. Des fictions qu'on durait C'est 25 un peu minutes. l'ancêtre du script réalité, Ouais, machin. il fallait les tourner, on les tournait quasiment, fallait les jouer, quoi. C'est-à-dire qu'on les tournait En une journée, quoi. En one shot. Ouais. Il fallait donc apprendre 25 minutes comme ça. On répétait, je crois qu'on répétait une journée. Le lendemain, hop, on tournait. C'était assez marrant à faire, très franchement. Et à l'époque, j'étais assez hyper amnésique, donc c'était pas très compliqué pour moi. Je lisais un texte 2 fois de suite et je le oui. savais. Oui, assez pratique pour cet Ouais. exercice-là. j'avoue. Alors, il faut savoir que j'ai tout perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ah, mince. c'est-à-dire que là, vous m'avez mis, vous voyez, les 3 mots sur un Ah oui. papier. J'ai complètement déjà oublié. Ouais. C'est épouvantable. J'ai perdu ça. J'ai dû Ouais. user en quelques C'est comme, années c'est ma comme si un réserve. maître canin perdait son odorat. Voilà, exactement. Oh là Oh, ya, bim. Et voilà, donc mais ça pour la petite anecdote, oui, ça remonte à quelques années. Ça. Effectivement. C'était rigolo de faire ça, c'était marrant. Et donc, bon, vous préférez l'envers du décor, faut trouver un métier. Vous entendez parler de cette émission qui a révélé quelques artistes vite fait, le petit tête de Bouvard. Oui. Hein, et c'est vrai que dans ce réseau-là, pour briller, bah, vous savez bien à quoi ils tournent, hein, les comiques. Vous devenez leur dealer, quoi, de comédie, bien sûr, Oui. hein, et de vannes, quoi. Et vous devenez auteur à cette époque où il y a pas de followers, où il y a pas de commentaires, où on pousse les portes et puis où on écrit tout ce qu'on veut, quoi. On écrivait, c'était extraordinaire. Ça a été fantastique. C'est un petit côté encore cabaret, ça, parce qu'on écrivait vraiment le matin. Enfin, non, on écrivait la veille. On arrivait le matin, on passait notre sketch devant Philippe Bouvard. Il disait oui, il disait non. Il disait oui, on allait à la cantine où il faut bien avouer qu'on picolait comme des trous, on rigolait. Moi, j'ai jamais autant ri de ma vie. Enfin, si, mais bon, en tout cas, beaucoup ri. On tournait l'après-midi, le sketch était tourné, on en réécrivait un Et puis pour le lendemain. c'était les débuts de plein de gens. Donc C'était vous les étiez débuts de tous, plein de vous gens, aviez bien tous fun de tout sûr. ça. Mais en oui, fait. d'ailleurs, on est encore assez camarades. Et puis, alors moi, je suis arrivé juste après. Mais enfin, cette émission a révélé évidemment les inconnus, Mimi Mati, les filles, Michel Bernier, oui, Isabelle a de Botton, révélé, Bénureau, bien sûr, Muriel Robin, Las Palais. Et puis alors, il y avait l'autre émission, parce que c'est quand même incroyable de penser qu'il y a 20 ans, il y avait à la télévision française une demi-heure d'humour tous les jours sur France 2 et une demi-heure d'humour tous les jours sur France 3 qui était la classe. Ouais. En même temps, aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. Donc il y avait la capacité, aujourd'hui c'est bon, Instagram, pardon, Oui. YouTube a pris le pas, mais il y avait la possibilité pour plein d'humoristes de produire se de révéler, l'humour bien de sûr, manière quotidienne, et pour tous les âges, pour tout le monde, et ça a été un... Je vais vous voler votre mot de manière pléthorique. Mais oh là, mais oui, c'est vrai. Non, mais c'était fantastique, c'était une période de création géniale, et on s'est amusé comme des fous. Et donc effectivement, vous avez fait des rencontres assez intéressantes, hein, comme avec le deuxième plus gros trafiquant de vannes, un certain Laurent Baffy. Oui, on a eu une émission ensuite ensemble à Canal qui s'appelait BVB.
BP, Bafi vérifie la pub, absolument. Et donc c'est vrai que ça travaillait très très fort. Et puis à un moment, tout s'est arrêté. Effectivement, il a fallu de nouveau retrouver un métier. Hein, et donc la production vous a tendu les bras. Oui, mais vous savez tout. Ah oui. Après, je suis devenu assistant. Je suis rentré en fait comme secrétaire dans une maison de production. J'ai tapé, je dirais à la machine avant parce que l'ordinateur, c'était vraiment le début de l'ordinateur. Je faisais des photocopies, vraiment, de scénarios. Vraiment les bras, les mains. Ah ouais, je faisais le café, des rendez-vous. Et puis peu à peu, comme je connaissais en fait beaucoup de comédiens, etc. Ça a monté. Puis après, j'ai monté ma propre boîte de prod qui s'appelait une grosse boîte américaine parce que ça. J'adore le nom. Oui, mais je voulais que mes parents soient fiers. Parce que quand on leur demandait que fait votre fils, ils pouvaient répondre, il dirige une grosse boîte américaine. C'est magnifique. Donc voilà, c'était pour moi, au moins, ma mère qui est toujours qui peut-être écoute d'ailleurs, au moins comme ça, elle se dit, tiens, voilà, il a fait quelque chose de sa vie, avant. Et ça, on s'est bien amusé. On a beaucoup produit pour les enfants. On a produit des émissions culinaires, qui étaient toujours, de toute façon, rigolo, j'espère. Et ça, on s'est bien amusé pendant, je crois, 10 ans. Oui, il y a toujours de l'humour dans tout ce que vous produisez. Voilà. Il y a toujours ce prisme-là. Oui, je sais, je suis incapable et de me prendre au sérieux. Et j'ai essayé de faire des choses quelque part sérieuses, mais ça ne fonctionne pas. Effectivement. Donc vous produisez même du théâtre. Alors, grâce à l'argent que j'avais gagné en télé, je suis revenu au théâtre et j'ai produit une première pièce d'un auteur qui aujourd'hui est très connu et qui est un ami, j'en suis très fier. C'est Gérald Sibleras avec Jean Del. Ils ont écrit leur première pièce qui était Le Béret de la Tortue, qui a été un succès énorme au Théâtre du Splendide il y a longtemps. Et puis Gérald Sibleras aujourd'hui c'est l'auteur de plein de choses, l'adaptateur aujourd'hui du Cercle de poètes disparus, c'est un incontournable évidemment. Au même titre que Étienne de Balazy, c'est un incontournable de la mise en scène. Non, parce que je reviens quand même sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit on va pas voir une mise en scène d'Étienne de Balazy, mais quand même quand on voit votre nom quelque part, on se dit que c'est du sérieux, je pense, pour ceux qui aiment vraiment le one-man show. Alors, écoutez, je vais te... Donc c'est quand même devenu une caution, il me semble. Un proverbe qui dit trop de modestie et double d'orgueil, je vais essayer de pas tomber dedans. Je me rends compte, mais je pense que c'est l'âge qu'aujourd'hui, oui, dans le métier, en tout cas, les gens savent ce que j'ai fait, ce que je suis, que l'air de rien, ils ont confiance. Mais moi, je me suis pas rendu compte parce que j'ai avancé, j'avance, je regarde pas en arrière. Et tant mieux, ça vous laisse votre spontanéité, votre liberté d'action. J'ai pas beaucoup vu, mais de temps en temps, quand vous me parlez de tout ça, je me suis dit, quand même, c'est vrai qu'il y a tout ça, et encore, il y a d'autres. C'est vrai. Et même du coup un crochet par la radio. Donc en fait, vous, quand on vous propose un truc, c'est comme Elie Kakou, tu dis oui. Je dis oui. C'est vrai que... Oui, on dit oui puis on voit après. Voilà, c'est ça. Je continue à dire oui et puis on voit après. Oui, bien sûr. Je suis incapable de... Je ne suis qu'un instinctif pur, donc moi la radio ça me plaisait, j'en ai fait, c'était super. Et en même temps, quand on redéfile, on n'en est pas allé jusqu'au bout de votre parcours, mais quand on voit déjà tout ce que vous avez fait, c'est vrai qu'en disant oui, ça vous amène vers toujours des nouvelles orientations, des nouvelles rencontres et que le chemin, voilà. Je vais dire oui. Voilà. Vous avez bien raison. Et donc, vous produisez effectivement ce Gérald Sibleras. Oui. Mais de nouveau, la production s'arrête. Pour diverses raisons économiques, etc. Voilà. Et donc, il faut de nouveau retrouver une aventure. Et là, une aventure folle, enfin les aventures folles de quelqu'un qu'on connaît bien sur cette chaîne, vous tend les bras. Mamé, ça y est, ils sont tous prêts. Oui. Ah oui. Bien sûr, la comédie musicale Rabbi Jacob. Ouais. Oui, avec Gérald Sibleras d'ailleurs, vous voyez. Et on nous avait... ça, c'était une histoire qui était un peu compliquée parce que... en fait, le spectacle n'a pas marché du tout. Oui. C'était une machine énorme, mais nous avons écrit les dialogues supplémentaires, on va dire, avec Gérald, on a écrit. Mais peu importe, ça a été un spectacle qui n'a pas marché. Mais c'est pas pour rien qu'on en parle. Oui, parce que comme vous avez dit oui, ça vous a amené vers... des rencontres formidables. Voilà. Celle de Patrick Timsit qui mettait en scène ce spectacle-là. Ce qui est drôle, c'est qu'il met en scène ce spectacle-là qui ne marche pas et en même temps, il me demande pourquoi, lui-même encore ne saura pas vous dire pourquoi. Il me dit, je sais pas, j'ai eu un flash, je lui ai demandé. Il me demande de mettre en scène son spectacle. Moi, c'est la première. Je dis oui. Je ne sais pas ce que c'est que la mise en scène. Je ne sais pas ce que c'est que la mise en scène. Je n'ai aucune idée. Il n'y a pas de metteur en scène de One Man. Je suis quasiment le premier. Alors, c'est un peu prétentieux parce qu'Isabelle Nanty en faisait... Mais on était, Isabelle Nanty et moi, les deux à être intéressés par ça. Voilà. Il n'y en avait pas avant des metteurs en scène de stand-up ou de one man. Bon. Et donc, je mets en scène Patrick Timsit et c'est un succès gigantesque. Non, pas sans doute. En tout cas, le spectacle marche très bien. En tout cas, votre duo et votre... Oui, ça a été un bel... Puis j'ai rencontré Marianne James aussi, qui est une grande amie sur ça. Donc, voyez, ce spectacle qui n'a pas
peut-être fonctionné. Ça a été en revanche énorme dans ma vie et comme quoi ça a été le point de départ d'une aventure extraordinaire. dingue. Oui, franchement oui. Et donc d'un métier effectivement que vous vous êtes créé. Ah oui. Et donc voilà, metteur en scène de One. Oui. Vous allez donc devenir une success story à vous-même de mise en scène et une encyclopédie du one man show aussi, il faut bien le dire. C'est-à-dire que les artistes ne connaissaient pas ça, donc ils sont tous venus me demander une mise en scène. Tout d'un coup, tous les artistes, Manu Payet, Jean-Luc Lemoyne, j'en sais rien, puis après le festival de Montreux, Arnaud Ducret, Charles Gabris. Voilà. Effectivement, le festival de Montreux. Le festival de Montreux me demande de venir, de le diriger pendant 10 ans. Je fais tous les galas, je programme tous les galas, parce que ça n'existait pas en fait. Ça, c'est un peu comme une comédie musicale géante, tous les ans. Oui, tous les ans. On recommence. Donc oui, ça n'existait pas tout simplement. Je pense, c'est juste ils se sont dit, il y en a un qui fait ça, on va le faire et puis on s'est bien amusé. Et puis j'ai travaillé avec des gens que j'aimais, qui étaient très marrants, qui sont toujours très marrants. Eric Antoine, on a quand même fait 2 énormes spectacles ensemble, qui nous ont emmenés dans des salles de 10 000 places. On a fait des tas de choses très marrantes. Jean-Luc Lemoyne aussi, Arnaud Ducret beaucoup. On a beaucoup ri. Difficile de ne pas rire avec Arnaud Ducret. C'est vrai. Et pour l'avoir reçu ici. Et Montreux, ça a été aussi une très belle expérience. Ça m'a fait rencontrer plein de monde. Et puis c'était c'était comme ça. Vous avez une carrière très enrichissante. Oui, sans me poser de questions, on avançait, j'avance. Donc on a parlé de Ciseaux, Monsieur Ciseaux, donc c'est pas anodin. Vous êtes un peu devenu le Yves Saint-Laurent qui façonne les humoristes, un coup de ciseaux, voilà, et de fil conducteur. Ouais. Et donc, effectivement, on s'arrache vos services, comme on s'arrache les sacs Michael Kors dans le Black Friday. Ouais. Mais votre truc à vous, c'est la sincérité. Donc, quand vous sentez que vous avez fini votre mission, vous êtes arrivé au bout, vous êtes comme Lucky Luke ou vous partez. Oui, comment vous savez ça ? C'est la vérité. J'ai mis des micros chez vous. Ouais, c'est la vérité. Alors, ça peut ne pas être très bien interprété, mais je crois que les gens qui me connaissent comprennent. Oui, en fait, c'est de la sincérité la plus totale. C'est-à-dire que lorsque tout d'un coup, je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire, quand je sens que je me répète, quand je sens que du coup ce n'est pas honnête envers pas authentique envers ceux avec qui je travaille, oui, je vais vers une autre, je laisse la place, comme je l'ai fait à Montreux où j'ai considéré qu'au bout de 8 ans il fallait un sang nouveau ou d'autres. Je considère qu'il faut que quelqu'un d'autre arrive et donne une nouvelle énergie et oui, c'est ça. Je sais que, de toute façon je crois que j'ai en moi quelque chose je crois que j'aurais jamais pu faire la même chose toute ma vie. Je crois pas que je suis capable de faire ça. C'est vrai que vous êtes curieux de plein d'aventures différentes. En fait, finalement, voilà, c'est plein de métiers différents qui vous amènent à... Mais ouais, je crois pas, j'aurais pas pu. J'ai une admiration folle, attention, j'ai une admiration folle pour les gens qui sont capables de faire ça, je pourrais pas. Et puis je trouve qu'il y a plein de choses à faire, oui. Voilà, mais après j'ai fait plein d'autres trucs. La création, ça se manifeste par plein de choses différentes. Oui, c'est ce qui m'a permis. Après j'ai créé une classe de one man show au cours Florent. Après, ça n'existait pas. De l'humour aussi. Après, il y a eu l'Académie d'humour. Tout ça, ça n'existait pas aussi. C'est des choses qu'on a créées, qui sont nouvelles. Et ça m'intéresse beaucoup plus de créer quelque chose qui peut-être ne marchera pas. Ça n'a aucune importance. Mais de créer quelque chose de nouveau plutôt que de répéter quelque chose que je sais faire. Même pour vous en tant qu'humain, mais même pour moi. Il y a quelque chose ça vous enrichit vous-même. Oui, je sais pas, ça fonctionne pas avec moi, j'y arrive pas. Ah bah non, c'est votre manière de fonctionner. Oui. Je sais pas si ça va pas, c'est pas un dysfonctionnement, c'est votre machine à vous. Oui, exactement. Exactement. Et donc effectivement, une nouvelle belle aventure s'ouvre à vous avec le Théâtre de la Contrescarpe, où je crois que le festival d'humour, ça sera tous les jours là-bas. Oui, j'espère bien. Mais vous voyez, c'est pareil, on va essayer c'est pas tellement ouvrir une salle de spectacle qui m'intéresse, c'est d'en faire un lieu, d'abord un lieu d'humour, et puis qui soit la maison des artistes et de toutes celles et ceux que j'aime et de la nouvelle génération. Mais si je pouvais, au cours de ce chemin, trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle forme de faire, une nouvelle forme de spectacle, quelque chose de nouveau, je serais vraiment très heureux. Et c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on m'offre un laboratoire. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on vous offre un atelier de couture. On m'offre un atelier, voilà, comme j'ai toujours fait. Donc j'invite le public et les auditeurs à venir découvrir les collections qui vont se succéder chaque saison, effectivement. Et elle commence. Le défilé commence ce soir. Le défilé, la maison de couture du Contrescarpe ouvre la ce maison soir, de couture de Balazy, avec un magnifique, la plus belle, et en plus c'est vrai, je vous assure, venez la voir, avec la plus belle, la plus drôle des mannequins de l'humour, qui est Sophia Bellabès, qui joue dès ce soir à 21h. Et juste pour conclure un peu sur ce parcours qui est évidemment qui est encore plein d'aventures qui vous attendent, mais qui vous caractérise, on sent comme ça donc effectivement à chaque fois des montagnes russes et dès qu'une aventure s'arrête, eh bien c'est le métier vous dit. Je reviens te chercher. Waouh, c'est beau ça.
Magnifique, non? Je savais Magnifique chanson. que tu m'attendais. Et que je trouve qu'on peut l'appliquer à plein de choses. Je reviens te chercher. Oui, je trouve aussi, là c'est encore autre chose, je trouve qu'on ne se penche pas assez sur la qualité des textes de Gilbert Bécaud. Moi je l'aime parce que je trouve que tous ces films, toutes ces chansons, c'est des films. Et d'ailleurs, c'est des films. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'une marque, on va pas la citer, a repris cette chanson pour une pub ça en a fait un joli petit court-métrage. Et effectivement, c'est ça la force des auteurs de chansons aussi. Je reçois pas mal d'artistes, justement, d'humoristes je reçois pas mal d'humoristes qui ont cette passion, justement, pour les textes des auteurs de chansons. Mais oui, parce que c'est vrai que c'est des courts-métrages. C'est des courts-métrages. Mais d'ailleurs, et cette chanson, je crois qu'elle avait été relancée dans le film de Daniel Thompson qui s'appelait Fauteuil, je crois. Fauteuil d'orchestre. Oui, Fauteuil d'orchestre. Et on voit Dani, qui est ouvreuse au Théâtre des Champs-Élysées et qui, tous les soirs, se met son Walkman, parce que à l'époque du film, c'est Walkman. Et elle descend l'escalier avec son élégance incroyable en écoutant Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. Mais oui, bien sûr. Mais on dit beaucoup d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, notamment dans le stand-up américain, on dit beaucoup que les stand-uppers veulent être chanteurs et que les chanteurs rêvent de faire du stand-up. Ouais. Il y a une espèce de cousinage. On parlait de musicalité tout à l'heure, de texte. Il y a le rapport avec le public. La performance. L'envie de remplir des salles quand même aussi énorme, parce que ça c'est amusant. Et la force du mot aussi, la force du mot, parce que vous pouvez faire pleurer avec une chanson, et comme on peut faire, on fait rire avec un mot, on fait pleurer avec une chanson, on fait rire avec une chanson. Et justement, mais j'imagine, vous qui êtes donc une encyclopédie, on va rebifurquer là-dessus. Donc vous avez effectivement écrit le guide. C'est le titre le plus court du monde. Alors le guide presque complet du presque parfait stand-up et one-man show, voilà. Et effectivement, vous revenez sur toute l'histoire du one-man show, et c'est très intéressant. On va en préciser quelques détails. Et c'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté de l'école américaine quand on fait cette discipline-là. Et vous parliez des mots et de l'importance de bien les choisir. Est-ce que justement, vous qui connaissez sûrement bien aussi le stand-up américain, c'est pas difficile en français parce que c'est pas la même langue et c'est pas la même dynamique. Des fois, je trouve qu'en anglais, c'est vrai qu'il faut très peu de mots dans une phrase pour faire une vanne, alors qu'en français, comme c'est une langue un peu plus littéraire, on est obligé comme ça d'aller chercher un langage très oral dans ce qu'on écrit, quoi. Vous avez totalement raison. D'ailleurs, la preuve de ce que vous dites, c'est que le stand-up américain est encore plus efficace que le stand-up anglais. Oui. Le comble du génie de l'anglais, c'est on le découvre dans les dialogues des comédies américaines. Regardez des comédies américaines, même les premières. Regardez la brièveté des dialogues. C'est très court, un dialogue de comédie américaine. C'est très très court. C'est très peu de mots. Nous sommes, et c'est comme ça, une culture de mots. Nous sommes audiards. Nous sommes une culture de l'écriture, de la phrase longue, des proges. On cite souvent des proges à tort, à travers. Et on a bien raison d'ailleurs, mais des proches, c'est très souvent une longue phrase pour arriver à une chute très courte, mais la longue phrase est nécessaire. On aime les adjectifs, on aime. Après, nous avons aussi un vocabulaire beaucoup plus développé que celui américain, tout simplement. Et les Américains ont ce génie qu'un mot suscite une image. Ouais. Or, nous, l'humour, c'est une image. Vous faites un gag, vous écrivez un gag, vous demandez, j'en sais rien, vous faites une émission, imaginons un film, n'importe quoi. Vous écrivez un gag et il faut qu'il y ait une Ferrari rouge dans votre gag. Si, pour des raisons d'économie, on remplace ça par une voiture rouge, ça ne marchera pas parce que la Ferrari, elle est porteuse d'une image. Oui, c'est l'argent, la réussite. De référence. Voilà, tout à fait. C'est ça. L'humour, c'est qu'une histoire de référence. Alors oui, vous avez raison, Les Américains ont, dans leur langage, déjà... Ils inventent un langage, les Américains. Ils n'ont pas peur d'inventer un langage. Oui, et puis même ils inventent des mots. Ils prennent deux mots ensemble. Des abréviations, des Funny man, ça vous fait un homme drôle. Exactement, et puis voilà, des choses, des trucs, machin, hop. Et puis, ils parlent très vite, donc, à l'imagerie. Et nous... Et puis ils ont une façon de chanter, parler aussi. Le flow, bien sûr. It's amazing. Bien sûr, il va y avoir un flow, et puis il va y avoir un flow culturel. L'afro-américain ne va pas avoir le même flow que le wasp. Voilà, exactement, etc. Ou que l'humour juif, que etc. Le juif new-yorkais, évidemment, réécoutez Mel Brooks dans ses films, il a toujours une musique très particulière. Ou Seinfeld, ou Ricky Gervais pour les anglo-saxons aussi. Bien sûr, mais vous avez raison, je pense que c'est dû à ces vocabulaires très précis
précis, qui est aussi concis, qui est peut-être moins riche que l'autre, pragmatique. voilà, très pragmatique, mais qui parle tout de suite à tout le monde. Effectivement. Écoutez, on va revenir avec vous sur ce savoir et j'ai envie d'en savoir plus justement sur les origines du stand-up, etc. Et comme vous êtes une pointure, nous sommes avec Étienne de Balazy, un homme de one-man show, de l'ombre, metteur en scène, dénicheur de talent, découvreur. Allez découvrir donc sa nouvelle programmation artistique. Ça commence ce soir au Théâtre de la Contrescarpe avec Sophia Bellabès. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cette programmation. On se retrouve dans quelques instants, juste après le journal avec Ethanit Belaïch. Radio J. Radio J Comedy Club. Rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces. Comment vous me demandez si je suis Nicolas Rafale ? Attendez, je confirme. Oui, c'est bien moi. Ouais. Nicolas Rafale. Le combien ? Mardi 12 novembre, Palais des Glaces, Radio J Comedy Club, 20h. Ah bah écoutez, c'est avec un grand bonheur. Avec la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation sur le site radioj.fr ou sur nos réseaux sociaux. Mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces. Radio J Comedy Club au Palais des Glaces avec le concours du Magen David Adom, mda-france.org. MDA France, Association au service de la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Donald Trump a remporté l'élection présidentielle et est devenu le 47e président des États-Unis. En remportant l'État du Wisconsin, le candidat républicain a dépassé la majorité nécessaire pour être élu avec 277 grands électeurs sur les 270 requis. Après un premier mandat mené entre 2016 et 2020, il récupère donc son siège à la Maison-Blanche 4 ans plus tard pour un nouveau mandat. Et avant même d'avoir été reconnu comme vainqueur de l'élection, Donald Trump a célébré sa victoire. Écoutez. À présent, on va aider notre pays à se remettre sur pied. On a un pays qui a besoin d'aide, qui a urgemment besoin d'aide. On va régler la question de notre frontière, on va tout régler dans notre pays. Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire, et pour une raison. Nous avons surmonté des obstacles. Beaucoup pensaient que c'était impensable. À présent, il est clair. Regardez ce qui se fait aujourd'hui. Donald Trump, l'ex-locataire de la Maison-Blanche et candidat républicain vainqueur de l'élection présidentielle des États-Unis, a noté que 79% des Juifs américains auraient voté pour Kamala Harris, selon le National Election Poll, qui produit un sondage de sortie pour un consortium d'organismes de presse. Ces résultats ont suscité une pluie de réactions internationales de Jérusalem à Kiev. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a chaleureusement salué la victoire revendiquée par Donald Trump. Votre retour historique offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique, a-t-il écrit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, espère que Donald Trump aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. De son côté, le président français Emmanuel Macron s'est dit prêt à travailler avec Donald Trump, comme je cite, « Nous avons su le faire durant 4 années avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition ». Le chef de l'État français, qui est l'un des premiers dirigeants européens à l'avoir félicité sur le réseau social X. Pendant ce temps, les Républicains ont obtenu la majorité au Sénat, et ce grâce à 3 sièges auparavant détenus par les démocrates. Les Républicains détiennent donc 52 sièges contre 42 pour leurs adversaires, et l'écart pourrait se creuser dans les heures à venir puisque 6 sièges sont encore à pourvoir. Par ailleurs, le suspense demeure sur l'issue du vote pour la Chambre des représentants. Si les Républicains parviennent à y garder la majorité, tous les leviers politiques fédéraux seraient sous contrôle conservateur. En Israël, les alertes à la roquette ont retenti à Tel Aviv pour la 2e fois de la journée. Un missile lancé depuis la région vers la ville du centre du pays a été intercepté par Tsahal cet après-midi. Le nord a également été ciblé par les roquettes du Hezbollah. Une salve de 50 projectiles a été tirée contre la Galilée, impactant une douzaine de maisons à Avivim. Des blessés ont également été signalés. À noter que 2 drones lancés depuis le Liban ont été interceptés avant qu'ils ne pénètrent en territoire israélien.
Du côté de la Judée-Samarie, une tentative d'attaque à la voiture bélier et au couteau a fait 2 blessés dans l'implantation de Shiloh cet après-midi. L'agresseur a été abattu après avoir écrasé sa voiture contre un arrêt de bus à la Shiloh Junction et en être sorti avec un couteau. Une décision enfin qui secoue le monde politique israélien. Benjamin Netanyahou a limogé hier soir son ministre de la Défense, Yoav Gallant, limogeage qui doit prendre effet demain soir. Le chef de l'exécutif a expliqué que des divergences significatives s'étaient creusées ces derniers mois dans la gestion de la guerre contre le Hamas, soulignant que ces désaccords avaient même profité à l'ennemi. Une décision qui a indigné la classe politique israélienne, Pascal Sunshine. Pour entendre ce qu'ont dit ce matin les 4 leaders des partis sionistes de l'opposition qui ont tenu une conférence de presse conjointe, la première du genre d'ailleurs, pour dénoncer la décision du chef du gouvernement. Chacun est resté sur sa ligne politique, mais tous ont accusé Benjamin Netanyahou d'avoir sacrifié la sécurité du pays pour sa propre survie politique. Yair Lapid a affirmé que le Premier ministre n'était plus apte à conduire le pays en temps de guerre. Benny Gantz a appelé les responsables de Tsahal et des services de sécurité à tenir bon. Yair Golan, le leader du nouveau parti de gauche, les démocrates, a appelé les Israéliens à se mettre en grève jusqu'à obtenir des élections. Avigdor Lieberman, lui, a appelé les députés de la coalition à reprendre leurs esprits et ne pas céder à la corruption politique. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, est pour remplacer Yoav Gallant. Le Premier ministre a nommé Israël Katz, actuel chef de la diplomatie israélienne. Demain à 14h, en attendant, restez avec nous pour la dernière partie de cette émission, la cerise sur le gâteau avec mon invité, Étienne de Balazy, le metteur en scène et directeur artistique du théâtre de la Contrescarpe. Radio J Comedy Club, mardi 12 novembre à 20h, les humoristes de Radio J seront sur la scène du Palais des Glaces pour une soirée unique. Radio J Comedy Club. Nicolas Rafal, Kevin Derblom, Meryl Pénélope, Myriam Barouk, Annabelle Nakache, Nina Azoulay et la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation radioj.fr. Rendez-vous mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces avec Radio J Comedy Club. Radio J Comedy Club. Radio J Comedy Club au Palais des Glaces avec le concours du Magen David Adom, mda-france.org. MDA France, Association au service de la vie. Radio J. Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis avec Étienne de Balazy, metteur en scène, dénicheur de talent, illuminateur, sublimateur, d'humoriste, entre autres. Et donc on peut le retrouver dès ce soir au théâtre de la Contrescarpe où il dirige la programmation artistique de ce théâtre renouvelé, version 2.0, version encore plus humoristique qu'avant, avec Sophia Bellabès qui sera dès ce soir et tous les mercredis à 21h au théâtre donc de la Contrescarpe. Cher Étienne, avant cette pause, avant ce journal, on évoquait comme ça ce parallèle entre, vous disiez, j'ai retenu cette phrase, que les chanteurs voulaient devenir stand-uppers et que les stand-uppers veulent devenir chanteurs. Et effectivement, depuis quelques années, bon, c'est vrai que l'humour, les artistes et les humoristes ont toujours attiré toutes les foules, mais c'est vrai que c'est devenu une espèce comme ça de la pop-starisation, je dirais, des humoristes, avec ce besoin de se créer un personnage, de se trouver un style particulier. On voit même chez les artistes américains, ça remplit les Madison Square Garden, aujourd'hui même en France aussi, les Zénith, etc., le Stade de France pour certains. Et c'est vrai que vous qui voyez beaucoup de stars de l'humour et de gens émergents, il faut arriver à se faire sa place. On a vu notamment aussi des fictions sur ça, Mrs. Maisel, je ne sais pas si vous avez Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on sent un fort engouement du public, à la fois pour aller voir les spectacles, mais pour même savoir comment on fabrique tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Vous sentez ce... Ah oui, c'est clair que depuis 10 ans, il y a eu une explosion absolument totale de l'humour, de ce style qu'on appelle le stand-up. Alors, beaucoup l'ont mis sur le compte simplement que, tout bêtement, au point de vue pragmatique, c'est que ça coûte rien. Je veux dire que... Oui. Non, mais c'est vrai, ça coûte rien. C'est vrai qu'on a vu comme ça les productions avec
avec des décors, des comédiens. Oui, mais là vous êtes toute seule ou tout seul avec un micro. Mais c'est pas vrai. Évidemment, il faut beaucoup plus. Il faut écrire, et ça, c'est un travail très très long. Être drôle, c'est la chose la plus compliquée, la plus. C'est vraiment. Vous savez, la vie quotidienne d'une humoriste ou d'un humoriste, c'est vraiment. C'est beaucoup de prise de tête. C'est beaucoup de prise de tête. Ça pense. Quelqu'un qui fait du comedy club tous les soirs, il pense qu'à ça. Il pense qu'à ça. Il se lève le matin, il écrit des nouvelles blagues. Là, vous imaginez là ce soir, ça va être dans tous les comedy clubs de France. Il va y avoir des blagues sur Trump, sur Kamala Harris, donc il faut les écrire, il faut la tester. On va faire son passage. Si ça s'est bien passé, on se dit tiens, j'ai envie d'en faire un autre. Puis on va rentrer chez soi. Et puis il est déjà 1h du matin, 2h du matin. On va écrire une seconde blague pour demain. Je vois bien le truc, parce que demain je fais la chronique humour du matin. Voilà, donc... vous savez ce que c'est. Puis si ça marche pas, on est désespéré. On dit que c'est la fin du monde. Et donc ça, c'est sûr que bien sûr. Donc ça a attiré des tas de gens. Et puis je crois aussi que simplement on est dans une société où tout le monde a envie, besoin de parler. Sinon, il n'y aurait pas Instagram, sinon, il n'y aurait pas YouTube. Tout le monde parle. D'ailleurs, c'est pas que les artistes qui parlent, mais c'est le public qui a vraiment besoin de parler de temps en temps. Un peu trop, mais tout le monde parle. C'était Andy Warhol avait totalement raison quand il disait tout le monde a besoin envie de son quart d'heure de célébrité. Aujourd'hui, c'est pas son quart d'heure de célébrité dont tout le monde a envie. Tout le monde a envie de la célébrité tout court et de s'exprimer. Et de ses followers. Et de s'exprimer. Et alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, ça me fait pas peur. Je pense que, vous savez, quand étaient sorties les premières, je sais plus historiquement laquelle est sortie première de Popstar ou quand on a commencé à sortir ces renouveaux de télécrochets, si je peux dire, pareil, tout le métier a dit mais c'est scandaleux, on va faire croire à tous ces jeunes que c'est facile d'être chanteur, va y en avoir trop. Écoutez, conclusion, en fait, ça a sorti des chanteuses et des chanteurs merveilleux comme Julien Doré, comme Élodie Frégé, comme d'autres, j'en sais rien. Bon, il y en a qui n'ont pas fait le métier, peu importe, ça n'a pas tué le marché, ça n'a pas tué le métier. Donc la concurrence, elle est toujours bonne. Là, elles sont très nombreuses, ils sont très nombreux, les humoristes. C'est la guerre pour s'en sortir, c'est très compliqué. Mais est-ce que c'est vrai qu'avant, il y avait une culture du café-théâtre, des petits cabarets où on allait découvrir comme ça, on se prenait pas la tête, on savait pas qui y avait, mais on allait les découvrir parce qu'on était curieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a encore ça ou c'est moins présent? Ah non, parce que c'est ça le succès du Comedy Club. Le Comedy Club, c'est quoi? C'est 15 €, 20 €, vous prenez une bière et vous allez voir 5 personnes qui vont succéder. Alors le Comedy Club, oui, mais par contre le spectacle dans son intégralité. Ah oui, mais ça en tout cas le Comedy Club, ça marche vraiment bien. Effectivement, le Comedy Club, ça cartonne même. Ça cartonne parce que je vous dis, pour 15 €, vous allez voir 5 artistes et il y en a peut-être 3 que vous allez oublier, mais 2 que vous oublierez pas, et puis vous allez passer une bonne soirée. Alors, c'est vrai, au fond, vous savez, c'est l'ancêtre du cabaret. Moi, quand je vous ai dit que j'ai commencé dans le cabaret, c'était ça. Une soirée de cabaret, c'était 8 numéros qui se suivaient. Il y en a qui vous plaisaient, puis il y en a qui vous plaisaient pas, puis vous aviez passé un bon moment. Donc voilà, après, le spectacle complet, c'est plus compliqué. Disons qu'avant, les gens avaient peut-être moins peur de passer 1 heure avec un artiste qu'ils connaissaient pas forcément. D'abord, ils étaient beaucoup moins nombreux. Oui, c'est vrai. Vous savez, quand vous demandez à un artiste des années 80, évidemment, moi, ça me paraît hier, mais pour beaucoup, peut-être que ça paraît des lustres, mais je veux dire, 2 passages à la radio ou à la télé et votre salle était complète pendant 4 mois. Il faut se souvenir que des humoristes comme Michel Leb ou j'en sais rien jouaient 6 mois de suite au Casino de Paris tous les soirs. J'avais eu l'anecdote de Smaïn qui racontait par un concours de circonstances, il était passé dans 7 sur 7 ou quelque chose comme ça, ou au JT, voilà, et que évidemment ça a lancé sa carrière. À l'époque, un passage chez Drucker ou pour les plus intellectuels chez Jacques Chancel, on se souvient de etc. Mais ça remplissait votre salle pour 1 an. Mais là, ça ne suffit plus. Maintenant, ça suffit plus du tout. Après, vous savez, voilà, je pense aussi que beaucoup de jeunes sont très attirés par quelque chose qui est qu'aujourd'hui, on se rend compte que en tout cas aux États-Unis, l'humour ou tout ça ou la chanson, l'art peut vous amener au pouvoir. Oui. Au pouvoir de gagner beaucoup d'argent, au pouvoir de décider des choses, au pouvoir de dessiner des baskets. Non, mais je veux dire, ça paraît, mais voilà, je crois qu'il y en a beaucoup qui font ça pour ça. C'est-à-dire que c'est aussi un ascenseur social extraordinaire. Et puis d'ailleurs, pas mal de gens sont passés par ça. Par exemple, Patrick Timsit aussi, au tout début, s'est fait connaître aussi par le One Man Show pour arriver au cinéma, pour revenir au One Man. Et on a beaucoup de gens comme ça. Il n'y a pas une comédie de cinéma français actuelle dont la première rôle ou le premier rôle ne soit pas issu du One Man Show. Exactement, c'est vrai. Donc revenons sur ce guide presque complet du presque parfait stand-up et One Man Show. Puisque vous êtes une pointure, j'ai envie de vous faire un petit quiz. Oh là là, c'est là où Info ou faux? Alors, un petit info ou faux, c'est-à-dire je vais vous demander, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, il paraîtrait que le seul en scène serait issu à l'origine d'un juif new-yorkais. Oui, absolument. En tout cas,
la version du stand-up américain aurait été inventée, pardon, son nom vient de m'échapper, mais par Mort Sahl, qui effectivement a inventé quasiment le concept même d'être debout sur un tabouret, de faire semblant d'improviser, de parler, de faire des vannes sur ce qui s'était passé le jour même, et voire même, on pense, du fait d'être isolé dans une, qui est vraiment un code aujourd'hui du stand-up, d'être isolé dans ce qu'on appelle une poursuite, c'est-à-dire d'être pris dans un juste... Le code lumineux. Voilà, le code lumineux. Oui, c'est Mort Sahl qui aurait absolument lancé ça dans un comedy club à Los Angeles et non pas à New York comme on pourrait croire, parce que ça a commencé plutôt étonnamment à Los Angeles. À Los Angeles. Oui, c'est vrai qu'après New York est devenu le berceau américain. Mort Sahl qui est vraiment là-bas, qui est resté conseiller de Seinfeld, même très très âgé, il a continué à vendre des vannes. C'est un dieu vivant là-bas. Ouais. Vous-même, vous êtes un enfant inspiré par Jerry Lewis. Ah ouais. Oui, Jerry Lewis, c'était merveilleux. Oui. Jerry Lewis, c'était très... Oui. Et puis en plus, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai compris plus tard que Jerry Lewis, c'était lui-même... Vous savez, pardon de cette parenthèse, mais aux États-Unis, la vie est très dure. Moi, j'ai été bercé par Laurel et Hardy. Et Laurel et Hardy, en fait, ont vécu quasiment dans la misère toute leur vie. Ils ont été volés par les producteurs, il n'y avait pas de retraite. Et en fait, Jerry Lewis a engagé Stan Laurel, quand Stan Laurel avait lui-même déjà 70 ou 80 ans, et Stan Laurel lui a écrit des gags. Et je trouve ça merveilleux, cette espèce de main tendue, cette main tendue, cette reconnaissance en disant Stan Laurel qui avait inventé ce qu'on appelle le double take. Vous savez, c'est vous regardez une fois, une seconde fois, que Jerry Lewis utilise des milliards de fois. Et il a trouvé normal d'aller claque aussi chez Laurel et Hardy. Oui, bien sûr. Et je trouve ça merveilleux de se dire, tiens, donc Jerry Lewis, bien sûr, comique, très drôle, visuel, formidable. D'ailleurs, dans très poétique les carrières les plus belles sont souvent celles de ceux qui ont repassé le flambeau derrière en transmettant ou leur savoir-faire ou leur réseau, etc. C'est vrai. Info ou faux, vous avez failli bosser avec Roselyne Bachelot. Mais c'est vrai. Ah ouais, là vous avez passé des coups de fil. Là vous avez passé des coups de fil. Donc ça personne ne le sait, j'en ai jamais parlé. Oui, on a failli. C'est vrai qu'on l'imagine bien faire un one. Elle voulait jouer une pièce de théâtre. Ouais. Oui, on a fait une lecture, une mise en scène de pièce de théâtre, et puis ça s'est pas fait, et puis de toute façon elle est devenue ministre. Mais bravo, là. C'était avant qu'elle soit ministre ou non? C'était avant qu'elle soit ministre. D'accord. Oui, avant qu'elle soit ministre. Vous avez failli bosser avec François Hollande aussi? Non, mais j'ai passé un 31 décembre assez rigolo, je ne cache pas, avec François Hollande et Patrick Timsit, et on a bien ri. Parce qu'il paraît que c'est un grand blagueur. Je pense, je ne sais pas si ça a été un bon président, mais c'est un bon blagueur. Voilà, en tout cas, voilà. C'est peut-être d'ailleurs sa meilleure blague a peut-être été celle d'être président. Voilà. Mais peut-être qu'on n'a jamais compris que c'était une blague. Effectivement. Mais en tout cas, le mois président, il fallait peut-être le voir comme une vanne, comme un. Oui. Non, lui, non. Vous avez joué avec Jacques Balutin. Oui, bien sûr. Ma toute première pièce, s'appelait Tiercé gagnant. J'avais, je crois, 18, 19 ans. Et alors, il m'en voulait beaucoup parce que je m'endormais aux répétitions. Mais c'est parce que je venais, enfin, pas moi d'ailleurs, mon épouse venait d'avoir des jumelles. Et je crois que donc je dormais à peu près 2 heures par nuit parce que c'était des prématurés. Tout ça avec des jumelles que vous avez eues. Et donc, il m'en voulait, mais moi, je n'osais pas, j'étais très timide parce que c'était Jacques Balutin et je n'osais pas lui dire, oui, je dors en répétition parce que je n'arrive pas à dormir la nuit. Et puis, tout s'est bien passé. Ça a été aussi un très bon moment. Merveilleux camarade. Très chouette, très chouette. Alors, vous avez écrit, puisqu'on parle de jumelles, de petites filles, vous avez écrit pour Cendrillon. J'ai écrit une comédie musicale, absolument, pour Mogador, qui a été un très gros succès, celle-là. De nouveau avec Gérald Sibleras, d'ailleurs. Nous avons fait une nouvelle version de Cendrillon, produite par Stage, et qui était, je crois, un joli spectacle. C'était chouette. En tout cas, on a beaucoup aimé le faire. C'était très marrant. Et Copy Comique, c'est vous? Non, c'est pas moi. J'ai parlé à Copy Comique. Je ne sais pas qui est Copy Comique, mais Copy Comique, ce n'est pas moi. Faut. Pour celles ou ceux qui s'en souviennent. Pour lancer des. Oui, effectivement, Copy Comique a révélé des petits plagiats de certains artistes. Voilà. Effectivement, on ne peut plus. Pour finir, est-ce que vous pouvez me donner en tant que justement que metteur en lumière, que sublimateur, la plus grande vibration que vous ayez eue justement avec une expérience, une aventure que vous avez vécue, quelque chose où vous vous êtes dit vraiment, là je suis vraiment à ma place? À ma place, écoutez, tous les spectacles que j'ai faits, j'en suis vraiment fier. C'est pas du tout de la prétention, pas du tout. C'est que tout le monde. Alors, s'il y a
je sais qu'il y a une petite phrase qui tourne dans Paris à mon sujet qui est que je ne travaille qu'avec des gens avec qui je peux dîner, et c'est vrai. Donc je ne travaille qu'avec des artistes que j'aime. Donc j'ai toujours aimé, et quand le spectacle marche, je suis heureux pour eux. Vous savez, il y a, juste pour terminer, c'est pas du tout pour faire un télo, mais il y a un metteur en scène que j'admire qui s'appelle Giorgio Strehler, grand metteur en scène italien. Et il disait, quand le rideau se lève de la première, le metteur en scène meurt. Et je trouve que c'est vrai. Donc, quand le soir de la première, les gens se lèvent et que le spectacle a bien marché, que vous avez vu, que votre artiste est heureux, bien sûr que nous n'existons plus. Je n'existe plus en tant que metteur en scène, mais je considère que on a donné naissance à quelque chose, et à chaque fois j'ai toujours les poils, j'ai toujours le même bonheur, et le jour où je l'aurais pu, je ferai autre chose. Ah, exactement. Voilà. Parce que vous direz oui à autre chose. Je dirais oui, mais à autre chose. On vous retrouve dès ce soir, donc, à la direction artistique du Théâtre de la Contrescarpe. Foncez découvrir ce nouveau temple de l'humour avec donc Étienne de Balazy à la direction. Sophia Balabès sera là. Le mot de la fin. D'abord merci beaucoup. Non, mais merci beaucoup de donner la parole et de donner la parole à l'humour, parce que je pense qu'on en a beaucoup besoin, que c'est ce qui sauve et a toujours sauvé le monde. Et n'oubliez jamais que l'humour est une arme blanche mais très puissante. Effectivement, bravo. Merci pour ces derniers mots. Eh bien écoutez, puisque vous avez envie de rire et de détente, n'hésitez pas à appeler pour gagner des places pour le Radio J Comedy Club 01 77 62 72 89. Je répète, 01 77 62 72 89. Les premiers gagneront donc 2 places pour le Radio J Comedy Club qui aura lieu le 12 novembre au Palais des Glaces, où j'aurai le plaisir de vous faire rire. Mais j'ai regardé, c'est une super programmation, magnifique, superbes artistes. Merci, que je connais. On vous y retrouvera. Et je vous laisse avec le Club Imo de Marc Ezrati. Quant à moi, je vous dis kiss kiss, à demain avec Nathalie Garçon, une vraie styliste pour le coup. Tout à fait. Radio J. 15h, 16h.